Place à présent à notre page spéciale liste référendaire. Vous le savez, nous sommes à plus de 2 ans de mai 2018 pour l'organisation de la première consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès. Passé ce délai, ce sera l'État qui fixera la date entre mai et novembre 2018. Voilà pour les termes conformes au point 5 de l'accord de Nouméa. Et ce soir, nous sommes ensemble pour mieux comprendre les questions liées aux inscriptions, à la mobilisation et à la question de sortie. Alors commençons par le calendrier, Patrice Jean. 2018, c'est proche et loin à la fois. C'est surtout une date qui va arriver avant les provinciales de 2019 et après les présidentielles et les législatives de 2017. Est-ce que ce calendrier ne va pas compliquer un petit peu les choses ? Oui, bien sûr, puisqu'il y a l'élection présidentielle qui va occuper beaucoup de gens à Paris et en Calédonie aussi. Bien sûr, ça complique un petit peu. Ce qui serait encore plus délicat, ça serait si cette consultation ou référendum, je crois qu'on peut dire les deux, avait lieu avant. Parce que actuellement, on prévoit qu'elle ait lieu in extremis au dernier moment prévu par l'accord de Nouméa, mais depuis 2014, elle pourrait avoir lieu si les listes électorales étaient prêtes. Mais là, ça ne serait pas impossible si au Congrès on trouvait une majorité des 3/5, c'est peu probable. Enfin, c'est pas impossible. À ce moment-là, cette consultation pourrait avoir lieu, disons, dans moins d'un an. Votre avis, M. Cabrera ? Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle on a accéléré un peu le mouvement pour construire cette liste, parce qu'après tout, rien n'empêche le Congrès aujourd'hui, à la majorité des 3/5, de demander l'organisation de la consultation. Mais est-ce que cette réflexion ne va pas être un peu bousculée par tous ces scrutins successifs ? Alors peut-être pas, parce que finalement, on a un calendage où chaque événement suit l'autre. En 2017, on va avoir des élections nationales. On va avoir la présidentielle, les législatives, puis les sénatoriales. En 2019, on aura les provinciales. Et finalement, on a une fenêtre de tir, si je puis dire, en 2018 et en novembre, vraisemblablement, pour la tenue de la consultation. Est-ce qu'il y a une distinction importante, Patrice Jean, entre consultation et référendum ? Est-ce qu'il y a la même puissance, entre guillemets, politique pour l'un et l'autre des scrutins ? Il y a une différence, il n'y a pas la même puissance juridique, et on apprend dans les facultés de droit que un référendum, une consultation, ce n'est pas la même chose. Un référendum, c'est le fait de répondre à une question, généralement par oui ou par non, et la réponse qui vient du peuple doit obligatoirement être suivie par les institutions. Une consultation, c'est un avis. Donc théoriquement, en 2018, la population calédonienne va donner un avis. Ceci respecte la souveraineté de l'État français, puisque un territoire ne peut se détacher d'un État que si l'État principal le veut bien. Mais en réalité, moi, ça ne me gêne pas de parler de référendum, puisque l'État français s'est engagé à respecter le résultat. Laurent Cabrera, le fait qu'il y ait plusieurs corps électoraux en Calédonie, une singularité qui est parfois compliquée et compliquée à comprendre ? Oui, alors elle est compliquée à comprendre, d'abord pour les Calédoniens, parce qu'ils ont, alors, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, d'avoir 3 corps électoraux distincts. Il y a le corps électoral général que tout le monde connaît pour les municipales, pour les législatives. Il y a la liste spéciale pour les élections provinciales. Et à partir de 2016, il va y avoir la liste spéciale pour la consultation. Et ces listes ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est source de confusion. Voyons à présent qu'est-ce qu'il en est de la mobilisation, que l'on soit indépendantiste ou non indépendantiste. Chaque camp semble se mobiliser pour inscrire les électeurs potentiels sur la liste spéciale du MPC, Mouvement populaire calédonien, au Parti nationaliste. L'enjeu du scrutin de 2018 est de taille. Bernard Lassos et Michel Bouillet. Le kiosque à musique comme porte-voix pour porter le message aux électeurs indépendantistes. On a cette date de 2018. De faire en sorte que, pour ceux qui effectivement doivent voter, de faire en sorte que ce pays puisse accéder à la pleine souveraineté. Je crois que c'est le combat rêvé de tout nationaliste, de tout indépendantiste. Et on ne doit pas laisser passer cette chance-là, cette opportunité. Selon le Rassemblement des nationalistes et indépendantistes, plus de 5% des électeurs de statut coutumier ne sont pas inscrits sur les listes électorales, soit près de 4000 voix, sans parler de celles des abstentionnistes qu'il convient de mobiliser.
Chez nous, mais on a malheureusement aussi pris l'habitude de ne pas y aller à l'ensemble des élections qui touchent au pays. Et c'est un peu le travail qui est aujourd'hui à travers le rassemblement des indépendantistes et nationalistes, de bouger sur l'ensemble du pays, et pas que sur Nouméa, sur l'ensemble des 4 communes de l'agglo et partout, à interpeller la population, à se préparer à ces enjeux-là. Autre mobilisation, ici à la permanence du mouvement populaire calédonien, on conseille les électeurs dans leur démarche. Dites-moi, si ce n'est pas trop indiscret, vous n'êtes pas né sur le territoire, c'est bien ça ? En 2 semaines, le MPC aura renseigné plus de 300 électeurs, pour le moins désorientés. Les électeurs qui viennent ou qui nous téléphonent, bien souvent sont un peu perdus dans les démarches qu'ils doivent effectuer, même si à la mairie on leur a remis une liste de justificatifs à fournir. Parfois certains sont un peu perdus, et je pense notamment aux professions libérales, aux patentés, ou alors aux personnes qui se sont un petit peu absentées du territoire pour diverses raisons. À 2 semaines de la clôture des inscriptions, la mobilisation fait rage dans les états-majors. Ce chiffre à présent qu'il faut retenir, 155 000, ce devrait être le nombre d'inscrits sur la liste de consultation de sortie de l'accord de Nouméa. 140 000 inscrits automatiquement et 9 000 personnes qui ont jusqu'au 15 avril 2016 pour effectuer les démarches pour s'inscrire. Et justement, environ 9 000 personnes ne sont pas encore inscrites automatiquement sur la liste référendaire. Plusieurs personnes se sont renseignées auprès de leur mairie. Après avoir découvert qu'elles n'étaient pas inscrites sur cette 3e liste, elles ont fait les démarches nécessaires pour déposer le dossier d'inscription en mairie. Brigitte Wapp et Maurice Ségou sont allés recueillir les témoignages de 3 d'entre elles. Regardez. À ce moment-là, tu te dis vraiment, tu as de la chance d'être bien organisé, bien rangé tous les papiers. Ces documents regroupent 20 ans de l'histoire personnelle de Viviane Béard-Baudrier. Elle doit justifier de sa résidence en Calédonie depuis 1994 pour s'inscrire sur la liste pour le référendum de 2018. Elle a déjà voté lors des élections provinciales, mais lorsqu'elle s'est renseignée auprès de la mairie, elle apprend qu'elle n'est pas inscrite sur cette 3e liste. Une grosse colère parce que je trouve que c'est scandaleux. Ça fait 27 ans que j'habite en Nouvelle-Calédonie, ça fait 27 ans que j'ai tous mes intérêts moraux et financiers, comme on dit, et que je suis très attachée à ce pays. J'estime que c'est normal que je puisse voter et je m'en suis pas inquiétée, quoi. Au départ, je m'en suis pas inquiétée et après, j'avais vraiment une grosse colère, quoi. Pour Jessie et Aouko, justifier de 20 ans de présence en Calédonie a été plus compliqué. Arrivée à l'âge de 6 mois dans le pays, elle doit chercher auprès de tous les établissements scolaires qu'elle a fréquentés des justificatifs, comme ici au lycée Escoffier. Mais cela n'a pas toujours été simple. Ça part de la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à même Escoffier, qui était ma dernière année de scolarité. Et si on ne nous trouvait pas dans les archives, il fallait appeler le vice-rectorat. Le vice-rectorat, il fallait appeler la province sud, mais aucune archive. Donc c'était un peu compliqué. Il fallait rechercher un instituteur qui était à la retraite pour me faire un certificat sur l'honneur que j'étais bien scolarisée pendant ces années-là. Malgré les difficultés rencontrées dans la collecte des justificatifs, elle n'a pas baissé les bras. Il y en a quelques personnes qui se découragent, qui les laissent tomber. Mais moi, ce que je dis, c'est pour notre avenir, c'est pour notre pays. Moi, j'ai grandi ici, je connais que la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'estime que j'ai le droit de voter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces démarches-là. Jean-Pierre Bégaud est arrivé en Calédonie en 1967 et il a quitté le territoire pour faire son service militaire en métropole. Dans son dossier, 19 pièces justificatives ainsi qu'une lettre de motivation pour expliquer sa démarche. Une démarche qu'il a déjà entreprise une première fois pour la liste des provinciales. Quand j'ai appris que je n'étais pas inscrit sur la liste, dite de référendaire, je me suis dit, mais je suis citoyen étant donné que je suis sur la liste spéciale, mais je ne suis pas citoyen pour le référendum. Qu'est-ce que je suis exactement? Voilà ma vraie question. Si on pouvait m'y répondre, ça serait bien, quoi. Quel que soit l'avis que rendront les commissions administratives après le 15 avril, ces 3 personnes assurent vouloir aller jusqu'au bout des recours, si nécessaire. Laurent Cabrera, on entend plusieurs fois, c'était compliqué. Est-ce qu'on a le sentiment est-ce que c'était assez préparé justement? Est-ce qu'on a bien géré correctement cette consultation, l'arrivée à cette consultation? Moi, il me semble, et je ne dis pas ça parce que c'est l'État qui a fait un certain nombre de choses. D'abord,
le principal élément, et c'est le plus important me semble-t-il, c'est qu'il y a 146 000 Calédoniens qui n'auront aucune démarche à faire pour être inscrits. Donc ça, c'est important. On a rappelé ce chiffre tout à l'heure, effectivement. Il y a 9 000 personnes, effectivement, qui ne rentrent pas dans les catégories qui n'ont pas à faire de démarche, et ces personnes-là, effectivement, doivent rechercher le document. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, puisque l'exemple qui était donné des personnes qui ont rassemblé des documents qui montrent que pendant 20 ans, elles ont bien été présentes, c'est compliqué. On a laissé un petit peu de temps. C'est jamais assez, hein, bien sûr, mais globalement, on a quand même lancé les choses suffisamment tôt. Patrice Jean, votre sentiment, assez de pédagogie. Est-ce qu'on a assez informé les Calédoniens, assez de tracts distribués, d'imprimés distribués ? Écoutez, pour que la démocratie vive, ça n'est jamais assez. Mais j'étais quand même assez, heureux de voir tout à l'heure dans le premier sujet qu'il y a des politiques qui vont sur le terrain et qui essayent d'inciter les gens à s'inscrire. C'est très bien. On peut se souvenir d'un temps où il y avait des boycotts d'élections, d'un temps même où on a brisé une urne. Donc le fait d'être motivé pour participer à cet exercice démocratique exceptionnel, parce qu'il ne s'agit pas là de gérer la maison, il s'agit de savoir si on va se séparer ou pas de la France. Donc là, ça me paraît très sain qu'enfin on commence à s'investir pour faire s'inscrire les gens. Et du point de vue de l'État, eh bien l'État fait ce qu'il peut, mais je pense que ça va monter en puissance. Et vous avez dit le mot politique. Est-ce que les comités des signataires, par exemple, ont aidé à la compréhension ou pas ? Je pense, les comités des signataires, il y avait celui du 5 juin, ensuite celui de février, les comités des signataires, les derniers, ça s'est bien passé à Paris, hein. Il y a eu manifestement, on n'est pas la petite souris qui était parmi les membres, mais je pense que les comités des signataires ont donné une bonne impulsion, et il y a eu, semble-t-il, des consensus, au 5 juin c'est sûr, M. Valls parlait même d'un souffle nouveau, là, de ce point de vue-là, ça paraît positif, et ça a été, je pense, assez efficace. Maintenant, après, en rentrant sur le caillou, c'est parfois autre chose. On continue avec la question centrale, on le voit, on le comprend, c'est qui votera pour cette consultation de sortie de l'accord de Nouméa. Le troisième corps électoral de sortie est déterminé par l'article 218 de la loi organique. C'est si 90% des électeurs y ont été inscrits automatiquement. Pour les autres, les critères d'entrée ne sont pas si simples à décoder. Explication avec Bernard Lassos, Maurice Ségou et Nicolas Fasquelle. Qui votera en 2018 ? La lecture de l'article 218 de la loi organique est pour le moins aride. Pas moins de 8 catégories de citoyens y sont recensées, alternant droit du sol et droit du sang. Il est carrément plus simple de retourner la question. Ceux qui ne pourront pas voter à la consultation de sortie sont ceux qui sont arrivés en Calédonie après le 31 décembre 1994 et qui n'ont pas ou n'ont jamais eu le statut civil coutumier, ainsi que leurs enfants. Les autres pourront voter. Pour 90% d'entre eux, l'inscription est automatique. Ce sont celles et ceux qui ont ou ont eu le statut coutumier, celles et ceux qui avaient le droit de voter en 1988, ainsi que leurs enfants. Il reste 10% des électeurs. Ils devront demander leur inscription. La plus grosse des catégories, c'est ceux qui vont devoir prouver 20 ans de résidence continue au 31 décembre 2014. Donc il fallait être arrivé avant le 31 décembre 1994. Et puis après, il y a des catégories un peu marginales, ceux qui résidaient de 88 à 98 de façon continue, etc. Parce qu'on a ajouté des micro-catégories pour résoudre des cas particuliers lors de la négociation. À eux de prouver leur présence et leur attachement à la Nouvelle-Calédonie, autrement dit, y avoir leur CIMM, leur centre d'intérêt matériels et moraux. Cela montre que vous avez habité en Nouvelle-Calédonie pendant une certaine durée en ayant l'intention d'y faire votre vie. Et ce sont les commissions administratives qui apprécieront si vous prouvez suffisamment votre attachement à la Nouvelle-Calédonie. Pour mieux s'informer, cette page internet à l'adresse référendum-nc2018.fr offre un test qui répond à toutes les questions et propose même un formulaire d'inscription à retourner en mairie avant le 15 avril. Alors, allons un petit peu plus loin avec vous, Dave Wayonasson. Voyons à présent cet éclairage sur les commissions administratives. On a compris que pour la liste de sortie, il y aura
et c'est aussi des commissions administratives dites spéciales. Est-ce que ces commissions seront différentes ou pas? Alors Alexandre, le Conseil d'État l'a rappelé en 2014. Ce sont les mêmes commissions administratives pour les provinciales que pour la liste référendaire. Alors ces commissions seront chargées dans les 263 bureaux de vote d'établir et de réviser la liste électorale spéciale référendaire. Donc dans chaque commission, il y aura 6 membres, un magistrat désigné par le premier président de la Cour de cassation, c'est lui qui préside la commission, un délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire, le maire de la commune ou son représentant, 2 électeurs de la commune qui ont une sensibilité indépendantiste et une sensibilité non indépendantiste, et enfin un observateur de l'ONU par exemple, et ce dernier n'a pas de voix délibérative, Alexandre. Comment est-ce qu'elles vont travailler, ces commissions? Alors pour la première phase, c'est-à-dire du 1er au 31 mai, on va étudier les demandes d'inscription ou les inscriptions d'office des jeunes majeurs. Alors s'il y a souci, c'est le recours contentieux, c'est à ce moment qu'on va demander par exemple des justificatifs. Ensuite, les commissions publient les listes provisoires, et pour ceux qui s'estiment encore lésés, eh bien c'est le recours devant le tribunal de première instance. Au final, 4e phase, la commission doit se réunir pour publier la liste spéciale définitive pour l'année. À noter, Alexandre, les décisions des commissions administratives spéciales sont prises à la majorité. S'il y a partage des voix, eh bien c'est le président de la commission qui tranche. Et on n'oublie pas, Dave, qu'il y aura aussi une commission consultative d'experts en appui. Alors depuis le 12e comité des signataires en 2014, eh bien, l'État a proposé la mise en œuvre d'une commission consultative d'experts. Concrètement, à la demande des commissions, cette instance va leur apporter des éclairages, notamment sur la notion de centre des intérêts matériels et moraux. En clair, Alexandre, c'est un organe d'aide à la décision. Merci beaucoup, Dave, pour cet éclairage. Alors, messieurs, justement, cette notion d'intérêt matériel et moraux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un intérêt matériel? Bon, ça, on peut le comprendre. Mais un intérêt moral, Monsieur Cabrera? Alors, c'est une notion qui est connue pour les fonctionnaires. C'est utilisé depuis des décennies pour les mutations de fonctionnaires, ce genre de choses. Donc, cette référence, elle a été intégrée à la loi organique, mais on voit bien que ce n'est pas la même problématique. Ce n'est pas la même chose de régler la question de la mobilité d'un fonctionnaire et de celle de choisir, de décider de qui va participer à la consultation. Donc, schématiquement, les intérêts matériels et moraux, c'est un ensemble d'indices qui permettent de prouver que la personne a un attachement suffisamment fort et suffisamment ancien avec la Nouvelle-Calédonie. Mais il est quantifiable, Monsieur Jean, est-ce qu'il est quantifiable, cet intérêt moral? C'est très subjectif. Oui, tout à fait, mais en même temps, pour faire du cas par cas, et on ne peut pas faire des généralités s'agissant du droit de vote, on ne peut faire que comme ça, c'est du cas par cas. Après tout, on ne peut pas quantifier le fait que quelqu'un aime quelqu'un. Et là, est-ce que quelqu'un aime la Calédonie? Alors il l'aime. Comment on peut voir ça? Eh bien, peut-être qu'il a de la famille, peut-être qu'il a un travail, peut-être qu'il paye ses impôts, qu'il loue une maison, peut-être qu'il écrit des romans extraordinaires sur la Calédonie dans laquelle il ne peut pas venir. Il faut faire du cas par cas, ça c'est normal. Mais là, il faudra démontrer les choses. Est-ce que ce n'est pas carrément la quadrature du cercle, démontrer ses intérêts moraux? Mais vous savez... la justice, c'est ça. Il y a des règlements, il y a des lois généraux, et puis le juge applique au cas par cas. Là, c'est ce qu'on va faire. Évidemment, c'est délicat. Je rappelle quand même que cette notion de centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à démontrer par tout le monde. Les personnes de statut coutumier n'ont pas à le faire. Contrairement à ce qui était prévu dans l'accord de Nouméa, la loi organique, en rajoutant une virgule au texte, permet aux Kanaks de droit coutumier, ils ne sont pas tous, de ne pas avoir à prouver ça. Mais d'autres ont à le faire. Ceux qui sont nés, les natifs non Kanaks, eux devront le faire. Mais Monsieur Cabrera, il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Ça veut dire que sur quoi va-t-on s'adosser pour faire le droit? Alors, il y a une jurisprudence, mais il n'y a pas de texte. Et le Conseil d'État l'avait dit en 2014, on ne peut pas fixer une liste exhaustive d'indices pour définir le centre des intérêts matériels et moraux. Donc, le conseil que je donnerai aux personnes qui sont concernées, c'est de rassembler le maximum d'éléments. Le maximum d'éléments qui peuvent être très variés. Des éléments, c'est est-ce que les parents vivent ici ou les enfants? Est-ce qu'on a acheté un logement? C'est un ensemble de choses et donc la commission, elle va regarder si ça lui semble constituer le centre des intérêts matériels et moraux. Et si elle a un doute,
à ce moment, elle va saisir la commission consultative d'experts. On peut dire que c'est un droit unique, Patrice Jean, au monde, en termes dans une démocratie. Ah oui, disons en tout cas, le système électoral calédonien est tout à fait original, tout à fait particulier, hein, bien entendu. C'est un laboratoire de statut, de système électoral, c'est compliqué. Mais d'un côté, la dictature, c'est très simple. Et là, c'est une forme de démocratie de pointe, je crois. Mais en même temps, c'est quand même très compliqué. Je rappelle que cette notion des intérêts matériels et moraux est faite pour rattraper, parce que tous ces critères sont alternatifs, c'est pour rattraper, disons, sur les listes électorales, des personnes qui ont été absentes très longtemps, qui sont nées sur le territoire, notamment, mais qui ont été absentes pendant 10, 20, 30 ans, et on leur demande d'avoir eu, même pas de l'avoir sur le moment, maintenant, mais d'avoir eu leur centre des intérêts matériels et moraux. C'est donc très large, ça permet à des gens... charge de la preuve. Voilà. Charge de la preuve, là, c'est... oui, je dirais charge de la preuve, c'est plutôt lorsqu'on veut faire radier ces gens qu'à ce moment-là, on a la charge de la preuve. C'est plus difficile de faire radier que lors de l'inscription. Cette commission va être présidée par Régis Fraisse. Je crois, oui. Je connais bien. On oui. peut lui garantir toute le doigté pour mener cette commission très sensible, finalement. Écoutez, j'espère ne pas le gêner, mais personnellement, je le connais et je crois que c'est quelqu'un dont l'honnêteté, la compétence ne peuvent difficilement être mises en doute. Monsieur Cabrera. Donc cette commission, elle sera présidée donc sans doute par Régis Fraisse, mais il faut voir qu'elle sera aussi composée de 8 autres membres. Chacun des groupes qui est constitué aujourd'hui au Congrès désignera 2 membres de cette commission consultative d'experts. Donc on aura les différentes approches, finalement, dans l'appréciation de ce centre des intérêts matériels et moraux. Et cette composition, donc, on ressent quand même la sensibilité de ces intérêts matériels et moraux. Et est-ce que ça a été assez expliqué, finalement? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de refaire de la pédagogie là-dessus, Laurent Cabrera. Oui, il faut toujours faire de la pédagogie. C'est important d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de règles préconçues, il n'y a pas de critères préconçus. Ils doivent construire leur dossier avec tous les éléments à leur disposition. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de liste exhaustive. Et donc, ils doivent rassembler le maximum de choses. Un point supplémentaire, Patrice Jean, là-dessus? Disons que ça va être parfois très délicat, parce que, par exemple, un couple qui a eu un enfant sur le territoire, l'enfant, au bout de, mettons, 4 ans ou 3 ans, est reparti. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant de 3 ans a des intérêts matériels et moraux sur le territoire? Ça va être un des éléments importants. Ou faut-il attendre que l'enfant, disons, soit plus grand? Et tout ça, ce qui est bien avec cette commission d'experts présidée sans doute par Régis Fraisse, c'est qu'elle va pouvoir harmoniser la jurisprudence, si je peux dire, de chaque commission, pour que ça ne soit pas une commission qui fait ceci, une commission qui fait cela. Donc ça, c'est vraiment très important. Je crois que c'est bien fait maintenant. Ça va être du cas par cas, ça va être intéressant. Il faut espérer qu'il n'y aura pas trop d'injustice. Dans un système aussi compliqué que celui que nous avons, il y aura certainement quand même encore quelques injustices. Il peut y avoir des injustices. Je pense des gens qui vont passer à travers parce que il y a des situations très différentes, et puis le fait d'avoir 2 listes complètement différentes, vous avez des gens qui sont sur la liste des provinciales et qui ne pourront pas voter au référendum, et inversement, des gens qui vont pouvoir voter au référendum mais qui ne sont pas citoyens. Et rappelons que pour en savoir plus sur ces questions, le site internet du Haut Commissariat, M. Cabrera, vous ne me contredirez pas, est consultable en permanence, et l'adresse est celle-ci que vous voyez sur votre écran, www.referendum-nc2018.fr. On en vient à la question qui sera posée pour la consultation référendaire. Un 3e accord, un référendum éclairé, les termes de l'accord de Nouméa. À ce jour, personne ne sait encore quelle forme prendra la consultation prévue en 2018. Tout ou presque reste à inventer, nous dit Charlotte Rich. Mais quelles questions pourraient bien être posées aux électeurs en 2018 ? La loi organique du 19 mars 1999 n'est guère explicite. Article 216, le décret, pris en Conseil des ministres, fixe le texte de la question posée. Le préambule de l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, et son document d'orientation sont plus clairs. Article 5, la consultation portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité. Ainsi formulé, tout paraît simple.
Mais l'évolution politique du pays a conduit les différents partenaires, soutenus par des experts, à réfléchir aux contours des compétences régaliennes. Justice, ordre public, défense, monnaie, pourraient-elles se partager entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, comme c'est déjà le cas pour les relations extérieures? Depuis peu, un autre tournant s'amorce, réfléchir à ce qui rassemble. Ce travail va nous permettre effectivement d'effectuer des travaux sur les convergences, sur les divergences, mais surtout d'entrer dans une période de négociation, disons-le. Même si sur ce terme, tout le monde aujourd'hui, effectivement, ne souhaite pas le partager, en tout cas publiquement, moi j'affirme que nous sommes entrés dans cette phase qui devrait rassurer nos concitoyens. On ne peut pas sortir de l'accord à 2 ou à 3, on doit sortir de l'accord à 4. 4, c'est les Républicains et Calédoniens ensemble, chez les non-indépendantistes, le Palika et l'Union calédonienne chez les indépendantistes. C'est parce qu'on ira les uns vers les autres qu'on essaiera de trouver, comme le dit le comité des signataires, une somme de convergence qui nous rassemble au-delà de ce qui constitue notre conviction ultime. Et personne ne doit renier sa conviction ultime. Réfléchir ensemble, sans renoncer à l'objectif de souveraineté, le FLNKS l'a réaffirmé lors de son 34e congrès. Pour nous, le bout de cette démarche accord de Matignon, accord de Nouméa, c'est 2018, et nous travaillons pour l'accession à la pleine souveraineté et justement l'avènement d'une nouvelle nation que l'on veut plus juste, que l'on veut plus solidaire. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble. Lors du référendum de 1998, une question avait été posée. Approuvez-vous l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa, un accord qu'il était possible de lire pour voter en toute connaissance de cause? Difficile à ce jour d'imaginer quelle question sera ou seront retenues pour 2018. S'inspirer de l'exemple de 98, une hypothèse parmi d'autres. Alors Laurent Cabrera, avant de parler du contenu de la question, qui va la rédiger cette question? Est-ce que ce sont les groupes politiques, l'État, les deux? Que dit la loi? La loi prévoit que c'est un décret en Conseil des ministres, donc c'est le gouvernement central, mais bien entendu sur un sujet comme celui-ci, il y aura des consultations informelles avant de rédiger le décret, et de toute façon il sera soumis à l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y aura un travail de co-rédaction, j'imagine. Co-rédaction pour formuler ensemble. Alors le contenu, Patrice Jean, dans l'accord de Nouméa, il y a 3 volets qui sont prévus dans les termes de la question: nationalité, pouvoir régalien, statut international. Est-ce qu'on va les utiliser tous les 3? Alors pas de boule de cristal, mais qu'en pensez-vous? J'espère que non. J'espère que non, car si cette description dans l'accord Nouméa que vous venez de rappeler est tout à fait exacte, les pouvoirs régaliens, le transfert de la citoyenneté en nationalité, le statut international, ça correspond en clair à la pleine souveraineté. Et s'il y a pleine souveraineté, il y a transfert, ces 3 éléments, ils sont automatiquement acquis. Donc il faut que la question soit claire. À un moment, on pensait qu'il fallait respecter à la lettre l'accord de Nouméa, mais il faut respecter bien sûr l'esprit, c'est la pleine souveraineté. La question doit être claire, il y a de plus en plus de politiques, y compris en métropole, qui le disent. Une question du genre, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Quant à ce que disait Charlotte Rich, c'est-à-dire on accepte un statut ou pas, alors là, effectivement, ça serait une question à double détente. Voulez-vous que la Calédonie accède à la pleine souveraineté ou pas? Si c'est non, voulez-vous un statut dans la République? Si c'est oui, un statut dans la République qui est annexé, voulez-vous voter pour ce statut? Si c'est oui, voulez-vous un lien avec la France qui serait par exemple organisé avec un traité? Le problème évidemment de cette deuxième hypothèse, c'est qu'on ne peut pas à l'avance décider de ce que fera un État souverain, et donc c'est plus compliqué. Je crois qu'une question simple serait bienvenue. Votre avis, Laurent Cabrera, sur les 3 volets de la question qui est contenu dans l'accord de Nouméa? De toute façon, ces 3 volets, ils sont indissociables. Ce qu'il y a derrière, c'est l'accès ou pas à la pleine souveraineté. Donc ça n'a pas de sens, effectivement, d'en enlever, d'en rajouter. Mais il faut clarifier les choses. Et ça, c'est une jurisprudence très ancienne du Conseil constitutionnel. Quand il y a une question comme celle-ci, elle doit être claire et les électeurs doivent la comprendre. D'où le fait
généralement, on évite les questions à tiroir, c'est-à-dire si non, on fait ça, si oui, on fait ça. C'est très compliqué, il faut que les électeurs, à un moment, ils disent oui ou non à une question simple. Alors, les choses sont un peu plus complexes aussi avec l'accord de Nouméa, puisqu'il y a 3 consultations. Alors, la question qui se pose naturellement, c'est si on répond non à la première consultation, la question sera-t-elle la même à la 2e consultation, Laurent Cabrera? Alors, a priori, l'accord de Nouméa prévoit que c'est la même question qui sera posée, alors en 2020 pour la 2e consultation, et s'il y a un non, en 2022. Dans la pratique, et c'est ce qui avait été souligné par M. Courcial et Mélin Soukramanian dans la mission qu'ils avaient effectuée entre 2011 et 2013, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire qu'on pose 2 fois la même question. Mais l'accord de Nouméa prévoit que c'est la même question. Patrice Jean, votre avis là-dessus? C'est marqué dans la loi organique, dans l'accord de Nouméa. Donc, si on veut que la question soit différente au 2e ou au 3e référendum, il faut changer la loi organique. Donc ça c'est net. Mais les politiques peuvent tout faire. Les juristes appliquent ce que les politiques veulent bien faire. Est-ce que si cela se produit, c'est de nature à clarifier, complexifier selon vous? Écoutez, plus c'est clair, je pense que mieux ça vaut. Maintenant, il y aura aussi la réaction après le premier référendum s'il est perdu par les indépendantistes, parce que s'il est gagné, c'est terminé. On ne demande pas à un État indépendant de faire encore un 2e référendum sur le retour à la France. Ça serait d'ailleurs juridiquement impossible, l'État souverain faisant ce qu'il veut. Je pense que si c'est clair, c'est bien, mais effectivement, quand on pose une première fois la question, qu'on la repose une 2e fois, il y a beaucoup de gens qui diront à quoi ça sert? Enfin, ceux qui l'auront gagné par hypothèse, les loyalistes seront peut-être pas très enclins à ce qu'on repose la même question. Mais d'un autre côté, quoi d'autre? C'est l'indépendance ou pas? Voyons à présent si la jeunesse de ce pays est concernée par cette consultation. Que pense-t-il du référendum de 2018? Ont-ils mené les démarches nécessaires pour s'inscrire? Nos équipes sont allées rencontrer certains d'entre eux dans le nord et le sud. On les écoute, ils sont au micro de Robert Tamanoji, Valérie Jonot, Philippe Kunzmann et Cédric Wakauniem. Liste référendaire, avez-vous fait les démarches pour vous inscrire? Oui, j'ai fait les démarches du coup quand j'ai eu mes 18 ans pour pouvoir voter sur la liste référendaire pour voter en 2018. Et j'en suis très content parce que c'est quelque chose qui est important pour moi depuis de pouvoir voter pour contre l'indépendance. Je ne sais pas trop de quoi on parle. Enfin, quand tu dis référendum, une chaîne politique. Hein. Mais moi, je ne connais rien dans ça. Je pense qu'on est inscrit d'office normalement, vu que ça fait déjà des années que nous sommes qu'on vit ici et que nos parents sont venus bien avant, donc voilà. Comme je suis inscrite au niveau de la municipale, donc forcément à provinciale, et je pense que je suis inscrite d'office pour la liste du référendum. Est-ce que tu as fait les démarches pour t'inscrire? Non. Non. Non, pourquoi? Je sais pas comment. Je suis pas à l'actualité, je sais pas. Sortie de l'accord, que représente cette échéance pour vous? C'est pouvoir donner son avis pour le futur du pays. Et en gros, si on est d'accord ou pas d'accord sur certains faits, qu'on puisse voter. Et en tant que jeune, c'est important parce que les jeunes, c'est l'avenir du pays. C'est important, mais je pense qu'on n'est pas prêt encore. Et il n'y a pas une grande majorité qui veut être indépendant ou dépendant, donc personne ne sera d'accord au final. Donc il vaut mieux attendre qu'on soit prêt pour décider. C'est une décision importante parce que ça décide de l'avenir du territoire quand même. Après, la question si on est prêt ou pas, ça chacun a son opinion. Personnellement, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Et après la jeunesse de ce pays, qu'en est-il des principales communautés de ce pays? Si elles sont largement représentées dans les différentes formations politiques, d'autres sont nettement plus discrètes. Dès lors, une question, qu'attendent-elles de cet horizon 2018? Soudain, très proche. Petit tour d'horizon avec Charlotte Rich, Claude Lindor et David Sigal. Si les Kanaks et les Européens constituent les 2/3 de la population, une dizaine d'autres communautés complètent la mosaïque calédonienne. Et tout d'abord, les Wallisiens et les Futuniens. Des représentants, ils en ont dans les partis et les institutions, mais ce n'est pas pour autant que la politique les passionne. Ça nous arrive de bavarder, de discuter un peu et d'autres, mais de là à aller en profondeur sur le sujet du référendum, c'est quelque chose qui reste un petit peu tabou encore à l'heure d'aujourd'hui. Bien entendu, on est qu'aux prémices des débats, notamment pour
pour savoir comment on va gérer ce référendum. Nous, la communauté wallisienne et futunienne dans son ensemble, bien sûr qu'on espère que dans ces discussions préalables qui sont en train de commencer, qu'on ne soit pas mis en marge. Venus eux aussi du Pacifique à partir des années 50, les Polynésiens sont moins nombreux et fort discrets en politique. Beaucoup font confiance au bon sens des élus. Il y a eu le premier accord, l'accord de Matignon, et le deuxième accord de Nouméa, donc ils ont trouvé un consensus à ce niveau-là. Comment imaginez-vous le pays de demain ? Mais c'est comme un lundi de tous les jours. Donc moi je pense que ça soit accéder à la souveraineté ou rester dans la France, le pays ne changera pas. Venus de plus loin, dès la fin du 19e siècle, les Indonésiens. Des générations se sont succédées, mais les valeurs traditionnelles restent fortes, d'où un certain regard sur l'avenir. Que tout le monde continue à se respecter, vivre en parfaite harmonie avec les uns et les autres, comme ça l'est actuellement. Et puis que chacun apprenne à découvrir l'autre et que chacune respecte les valeurs culturelles des uns et des autres. Bien implantés aussi depuis plus d'un siècle, les Vietnamiens, tout aussi discrets en politique, mais généralement sans état d'âme quant à l'avenir du pays. Les Vietnamiens s'adaptent un peu à toutes les situations, mais être dans la France, je pense, d'avoir des parents riches, des parents qui sont forts, c'est mieux que de partir et d'être pauvre. Parole de communauté, même si chacun de ces intervenants ne prétend pas en être le porte-parole, d'autant qu'aujourd'hui, un Calédonien sur 10 se dit métissé. On arrive bientôt à la fin de cette édition, mais d'abord ce rappel historique à présent. On le sait, les débats sur les constitutions des listes électorales calédoniennes ne datent pas d'aujourd'hui. Le premier a coïncidé avec l'inscription massive d'électeurs mélanésiens après 1946. Il a fallu attendre 1957 pour que le corps électoral autochtone soit représentatif et que le suffrage soit vraiment universel en Nouvelle-Calédonie. Une histoire que nous rappelle Antoine Le Teneur. Ils ne sont peut-être pas tous morts, ces Cougniers qui votaient pour la première fois en ce 6 octobre 1957. L'histoire retiendra en tout cas que 11 ans après la fin du statut de l'indigénat, tous les Kanaks majeurs ont enfin accès au suffrage universel. 1946, 1957, naissance d'un corps électoral calédonien. 13 mai 1946, la citoyenneté est accordée aux indigènes, jusqu'alors sujets français. Mais à cette époque, le corps électoral autochtone ne compte que 267 votants, essentiellement des coutumiers et des anciens combattants. Le premier grand chantier civique calédonien consistera à transformer ces nouveaux citoyens en électeurs. Mais la population kanak n'a pas d'état civil digne de ce nom. Pendant 5 ans, l'administration va recenser et inscrire sur les listes électorales des milliers de Mélanésiens. En 1951, 60% d'entre eux peuvent enfin voter. 9 000 électeurs autochtones pour 11 000 électeurs européens ou assimilés. Le poids électoral des anciens sujets permet l'élection de Maurice Lenormand. Le député des Kanaks, comme le surnomme alors une frange conservatrice de la classe politique calédonienne. Ces élus européens se sont en effet soudain menacés par la masse électorale autochtone. En 1951, ce qui pose problème, c'est le double collège. Les Kanaks ne veulent pas du double collège, c'est-à-dire le double collège, les Blancs votent pour les Blancs, les Kanaks votent pour les Kanaks. Et les Européens voulaient le double collège. Donc là, il y a eu une crise politique. Le 11 septembre 1952, une mission parlementaire est alors dépêchée en Nouvelle-Calédonie. Elle doit trancher entre les adeptes d'un collège unique, soutenu par Maurice Lenormand, et ceux partisans d'un double collège, avec à leur tête le sénateur Henri Lafleur. Le 18 septembre 1952, un compromis est signé, un accord de Nouméa déjà. Ce sera un collège unique, donc mixte sur toute la Calédonie, sauf sur la côte Est, qui aura une circonscription indigène et une européenne. Une étape est franchie et l'année suivante verra l'entrée de 9 élus Kanaks à l'Assemblée territoriale. L'Union calédonienne capte l'essentiel des voix mélanésiennes et enchaîne les victoires électorales. En parallèle,
le corps électoral autochtone devient majoritaire en 1956 et jusqu'à la fin des années 60. 20 ans plus tard, plus que symboliquement, lorsque les électeurs kanaks seront minoritaires, Éloi Machoro contestera violemment les élections de 1984. Voilà pour ce nécessaire rappel historique. Un mot sur la jeunesse. On a entendu les jeunes un peu plus haut dans ce journal. Laurent Cabrera, vous avez l'impression qu'ils sont dans l'engagement politique ou pas ? Ils sont comme tous les jeunes partout. C'est-à-dire qu'ils sont, je pense, soit plus engagés, soit moins engagés que les adultes. C'est vrai que là, on est sur des sujets d'avenir institutionnel. C'est des sujets, si je peux utiliser le terme, un petit peu stratosphériques. Et ce qui préoccupe les jeunes, pas que aussi, c'est les difficultés, les questions concrètes. Là, on est dans des sujets qui sont très importants, qui sont fondamentaux, mais qui sont à plus long terme. Selon vous, Patrice Jean, moins engagés que leurs aînés ou plus engagés que leurs aînés ? C'est difficile à dire, je crois qu'on ne peut peut-être pas généraliser, ça dépend un peu des personnalités, mais c'est vrai que il y en a que ça enthousiasme la perspective d'être indépendant, mais depuis le temps que ça dure, beaucoup n'y croient peut-être plus assez, ou plus beaucoup. De l'autre côté aussi, ça, à l'inverse, ça inquiète. Donc dans la mesure où il y a de l'émotif, peut-être qu'il y a une sorte de renfermement sur soi, mais il va falloir que les jeunes se motivent. Tous les jeunes, c'est-à-dire de toutes les communautés, les jeunes Kanaks dont on parle assez fréquemment, vous semble-t-il concernés par cette question-là de l'avenir, comme ont pu l'être leurs aînés d'ailleurs ? Écoutez, c'est difficile à dire pour moi. Je pense qu'il y a des choses que l'on ne conçoit peut-être pas, mais que l'on sent. Je pense que dans telle ou telle communauté, il y a des jeunes qui sentent que le moment est venu, pas venu, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'en fichent un petit peu de la politique, qui ont envie de pouvoir se payer un iPhone, peut-être une moto, de pouvoir sortir, etc. Et ça, c'est commun à tout le monde, et quelles que soient les communautés. Une dernière chose, Laurent Cabrera, le contexte social, le contexte économique, le climat social peut influencer la mobilisation sur cette consultation-là ? Pas nécessairement. C'est vrai qu'avoir un climat social, économique apaisé, ça peut avoir comme effet que le climat politique, à l'aube de ces échéances, soit plus apaisé. Bon, le contraire implique pas que ça va être nécessairement difficile. Ça va demander effectivement beaucoup plus de recherche, de consensus et d'apaisement. Votre avis sur cette question-là ? Le contexte, la conjoncture, comme on dit, est-ce qu'elle peut influencer favorablement ou défavorablement la consultation ? Oui, tout à fait. Je pense que selon ce qui se passe, disons à l'approche de la consultation, la motivation, la participation peuvent changer et le résultat aussi. Il est évident que par exemple, puisque le cœur de cible, ce sont les électeurs incertains, indécis. Les autres qui sont convaincus, on ne les cible pas trop. Mais il est évident qu'il y a beaucoup d'incidents dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle zone, avec de la délinquance. Ça va inciter les électeurs modérés à voter pour la France. Et si par contre tout est apaisé, les indépendantistes pourront dire, regardez, nous, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça avec nous. Nous sommes des pacifiques et tout ira bien. Merci messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci monsieur Cabrera, monsieur Jean, pour avoir accepté cette invitation et venu éclairer nos lumières sur ces questions de sortie de l'accord de Nouméa. Je précise que demain on vous retrouve, demain matin en radio, on remet le couvert comme on dit, en direct de 8h à 9h dans l'émission de Anne-Claire Lévesque pour répondre aux questions des auditeurs. Vous serez en direct donc sur cette consultation référendaire et vous pouvez bien sûr regarder aussi le site internet du Haut-Sarria et le site internet de NC Première. Messieurs, merci encore. En radio, l'invité de la matinale demain à 6h50 sera Gaël Yano, le président du MPC. Il répondra aux questions des auditeurs à 7h10. À suivre sur NC Première ce soir, une série américaine, No Limit. Passez une très très bonne soirée.